Lecture audio du conte « Les feux follets sont dans la ville », dit la brasseuse du Marais, de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait un homme qui savait autrefois beaucoup de contes nouveaux, mais il lui avait échappé, disait-il. Le comte qui venait de lui-même lui rendre visite ne cognait plus à la porte. Et pourquoi ne venait-il pas? Oui, c'est bien vrai. Pendant plus d'un an, l'homme n'y avait pas pensé, ne s'était pas attendu à ce qu'il vînt frapper, et il ne serait sûrement pas venu non plus, car au dehors, il y avait une guerre, et à l'intérieur deuil et misère qu'entraîne la guerre. Cigognes et hirondelles arrivèrent de leur long voyage. Elles ne pensaient à aucun danger et trouvèrent leur nid brûlé, les maisons des hommes brûlées, la barrière renversée, même disparue. Les chevaux de l'ennemi foulaient les vieilles tombes. C'étaient des temps pénibles, sombres, mais ces temps-là aussi prennent fin. Et ils avaient pris fin, disait-on. Mais le comte ne frappait pas encore, ni ne s'annonçait. Il est sans doute mort et disparu avec tant d'autres, dit l'homme. Mais le comte ne meurt pas. Et une année entière passa, et ses regrets furent très vifs. Le comte ne reviendra-t-il plus cogner à la porte? Et il se rappela le comte sous les nombreuses formes où il était venu le trouver, tantôt jeune et charmant, le printemps même, gentille fillette avec une couronne de muguet dans les cheveux et une branche de hêtre à la main, dont les yeux brillaient comme de profonds lacs de forêt au soleil. Tantôt il avait paru aussi en colporteur, avait ouvert son coffre de marchandises et fait voltiger des rubans de soie portant des vers et des inscriptions qui rappelaient de vieux souvenirs. Mais le plus charmant, c'était quand il arrivait en petite vieille aux cheveux d'argent et aux grands yeux malins. Alors, elle savait si bien raconter les temps les plus anciens, longtemps avant celui où les princesses filaient l'or pendant que des dragons et des guivres restaient dehors et regardaient. Elle racontait de façon si vivante que les yeux de ceux qui l'écoutaient se couvraient de grandes taches noires. Le plancher devenait noir de sang. C'était affreux à voir et à entendre, et tout de même amusant, parce qu'il y avait si longtemps que ça s'était passé. Est-ce qu'elle ne frappera plus? Dit l'homme. Et il regardait si fixement la porte qu'il venait des taches noires sur ses yeux, des taches noires sur le plancher. Il ne savait si c'était du sang ou les crêpes de deuil des jours sombres. Et comme il était assis là, il se demanda si le comte ne s'était pas caché comme la princesse des vieux contes qui voulait être recherchée. Si on la trouvait, elle rayonnait d'une splendeur nouvelle, plus délicieuse que jamais. Qui sait, peut-être est-il caché dans un brin de paille jeté en passant sur la margelle du puits. Prudence, prudence! Peut-être s'est-il caché dans une fleur séchée, dans un des gros livres de la bibliothèque. Et l'homme alla voir, ouvrit un récent ouvrage d'érudition, mais il ne contenait aucune fleur. Il était question d'Ogier le Danois. Et l'homme lut que toute son histoire était une invention composée par un moine en France, que c'était un roman qui avait été traduit et imprimé en danois, qu'Ogier n'avait pas existé, qu'il ne reviendrait donc jamais, comme nous l'avions chanté, et comme nous désirions tant le croire. Il en était d'Ogier le Danois, comme de Guillaume Tell, propos en l'air sur lesquels on ne peut faire fond, et c'était écrit dans le livre avec une grande érudition. Bon, je crois ce que je crois, et il ne pousse pas de plantain où personne n'a mis le pied. Il ferma le livre, le plaça sur le rayon, et alla vers les fleurs fraîches qui étaient sur l'appui de la fenêtre. Le comte avait pu se cacher dans la tulipe rouge, au bord jaune d'or, ou bien dans la belle rose, ou dans le camélia de couleur vive. L'éclat du soleil était dans les pétales, mais non le comte. Les fleurs qui étaient ici au temps du malheur étaient toutes bien plus belles, mais toutes ont été coupées, tressées en couronne et déposées sur les cercueils que recouvrait le drapeau. Le comte est peut-être enterré avec ses fleurs, mais les fleurs l'auraient su, et le cercueil l'aurait senti, la terre l'aurait senti, chaque brin d'herbe qui a poussé l'aurait dit. Le comte ne meurt jamais. Peut-être aussi est-il venu ici, peut-être a-t-il frappé, mais qui avait alors une oreille pour l'entendre, qui pensait à lui? Le soleil du printemps, le gazouillis des oiseaux
et toute la fraîche verdure vous assombrissaient, vous attristaient, vous mettaient presque en colère. La langue ne pouvait même plus supporter les vieux chants populaires. Ils étaient délaissés, avec tant d'autres choses chères à notre cœur. Il est bien possible que le comte ait frappé à la porte, mais on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas reçu, et il est parti. Je veux aller à sa recherche. En route pour la campagne, en forêt, sur la côte. Il est un vieux manoir aux murs rouges, aux pignons dentelés, drapeau flottant sur la tour. Le rossignol chante sous les feuilles de hêtre délicatement découpées, tout en regardant les pommiers en fleurs du jardin et croyant qu'ils portent des roses. Au soleil de l'été, les abeilles sont ici fort occupées et s'empressent en bourdonnant autour de leur reine. Les orages d'automne savent raconter la chasse infernale, les générations humaines et de feuilles de la forêt qui s'envolent. Au temps de Noël, les cygnes sauvages chantent sur le lac, tandis que dans la vieille demeure, auprès du poêle, on se sent disposé à écouter des chants et des légendes. En bas du jardin, dans sa partie ancienne où la grande allée de marronniers attire par sa demi-obscurité, l'homme se rendit à la recherche du comte. C'est ici autrefois que le vent avait murmuré pour lui l'histoire de Valdemardaï et ses filles. La dryade de l'arbre, qui était la mère des contes elle-même, lui avait ici raconté le dernier rêve du vieux chêne. Au temps de grand-mère, il y avait là des églantiers taillés. Il n'y poussait plus que des fougères et des orties qui couvraient les restes de vieilles statues de pierre jetées par terre. La mousse poussait sur les yeux des statues, mais elle voyait aussi bien qu'auparavant, ce que ne pouvait pas voir l'homme en quête du comte. Il ne voyait pas le comte. Où était-il? Au-dessus de l'homme et des vieux arbres volaient des centaines de corneilles criant « Il est là! Il est là !» Et du jardin, l'homme, traversant la douve du manoir, entra dans l'aunet, où était une petite maison hexagonale avec poulailler et canardière. Au milieu de la pièce était assise la vieille femme qui dirigeait le tout, et connaissait exactement chaque œuf pondu et chaque poussin sorti de l'œuf. Mais elle n'était pas le comte que l'homme recherchait. Elle pouvait le prouver par son certificat de baptême et son certificat de vaccine, tous deux rangés dans l'armoire. Dehors, non loin de la maison, est une hauteur où poussent des épines roses et des cytises. Une vieille pierre tombale y est couchée, venue là, il y a de nombreuses années, du cimetière de la ville voisine. C'est un souvenir de l'un des honorables échevins de la ville. Sa femme et ses 5 filles, mains jointes et en collerette à tuyaux, sont debout autour de lui, sculptées dans la pierre. On pourrait contempler cette pierre si longtemps qu'elle s'agirait en quelque sorte sur l'esprit, qui, à son tour, agirait sur elle, en sorte qu'elle parlerait des temps anciens. Cette idée, du moins, était venue à l'homme qui cherchait le comte. Or, au moment où il arrivait là, il vit un papillon vivant posé juste sur le front du portail sculpté de l'échevin. Il battit des ailes, vola un instant et se posa de nouveau tout près de la dalle, comme pour montrer ce qui poussait là. C'était un trèfle à 4 feuilles. Il en poussait même 7 à côté les uns des autres. Quand un bonheur vient, il ne vient jamais seul. L'homme cueillit les trèfles et les mit dans sa poche. Le bonheur vaut de l'argent comptant, mais un joli conte aurait bien mieux valu, se dit-il, mais il n'en trouva pas là. Le soleil descendait, rouge et large, les prés s'embrumaient, la femme du marais brassait. La soirée s'avançait. Il était seul dans sa chambre, regardant le jardin, les prés, le marais et le rivage. La lune brillait claire. Une buée s'élevait sur les prés qui avaient l'air d'un grand lac, et c'est ce qu'ils avaient été autrefois. Il y avait une légende là-dessus, et au clair de lune cela semblait évident. L'homme réfléchit alors à ce qu'il avait lu en ville, que Guillaume Tell et Ogier le Danois n'ont pas existé. Mais dans la croyance populaire, il reste quand même, ainsi que le lac que voilà, une vivante évidence. Oui, Ogier le Danois reviendra. Comme il réfléchissait ainsi, un coup fut frappé à la fenêtre. Était-ce un oiseau, une chauve-souris ou un hibou? À cela on n'ouvre pas quand il frappe. La fenêtre s'ouvrit brusquement d'elle-même. Une vieille femme regarda l'homme. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Qui êtes-vous »
Regardez au premier étage. Êtes-vous sur une échelle? Vous avez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Il y en a même 7, dont l'un est un trèfle à 6 feuilles. Qui êtes-vous? Demanda l'homme. La femme du marais, dit-elle, la brasseuse. J'étais en train de brasser. La canette était dans le tonneau. Mais un des gosses du marais l'a retirée pour s'amuser et l'a lancée contre la maison, où elle a frappé la fenêtre. La bière coule maintenant du tonneau. Et ce n'est bon pour personne. Dites-moi donc, dit l'homme. Oui, attendez un peu, dit la femme du marais. J'ai autre chose à faire pour le moment. Et elle disparut. L'homme allait fermer la fenêtre quand la femme reparut. Voilà qui est fait, dit-elle. Je peux rebrasser la moitié de la bière demain, si le temps est favorable. Eh bien, qu'avez-vous à demander? Je suis revenu parce que je tiens toujours parole, et vous avez dans votre poche 7 trèfles à 4 feuilles, dont l'un est un trèfle à 6 feuilles. Ça inspire du respect. Ce sont là des décorations qui poussent sur la route, mais que tout le monde ne trouve pas. Qu'avez-vous donc à demander? Ne restez pas là planté. Il faut que je retourne vite à ma canette et à mon tonneau. Et l'homme s'informa du comte. Il demanda si la femme des marais ne l'avait pas vu en chemin. Eh, par le grand brassage, dit la femme. N'en avez-vous pas encore assez du comte? Je crois vraiment que la plupart des gens en ont assez. On a ici d'autres soucis. Même les enfants en ont assez. Donnez aux gamins un cigare et aux fillettes une crinoline neuve. Ils aiment mieux ça. Écoutez des contes. Non, il y a ici autre chose à faire, des choses plus importantes. Que voulez-vous dire par là? Demanda l'homme. Et que savez-vous du monde? Vous ne voyez que des grenouilles et des feux follets. Méfiez-vous des feux follets, dit la femme. Ils sont sortis, ils se sont échappés. Nous ferions bien de parler d'eux. Venez me voir au marais, où ma présence est nécessaire. Là, je vous raconterai tout, mais dépêchez-vous un peu, pendant que vos 7 trèfles à 4 feuilles, y compris celui à 6, sont encore frais, et que la lune est encore au ciel. Et la femme du marais disparut. À l'horloge de la tour, minuit sonna, et avant le coup du quart, l'homme sortit du manoir, sortit du jardin, et fut dans les prés. Le brouillard était tombé. La femme du marais cessait de brasser. Vous avez mis longtemps à venir, dit-elle. Les sorciers arrivent plus vite, et je suis heureuse d'être née sorcière. Qu'avez-vous à me dire? Demanda l'homme. Est-ce du conte qu'il s'agit? En êtes-vous toujours à interroger là-dessus? Dit la femme. Est-ce alors de la poésie de l'avenir que vous voulez parler? Demanda l'homme. Ne soyez pas si pompeux, dit la femme, et je vous répondrai. Vous ne pensez qu'à la rimaillerie, vous interrogez sur le conte comme s'il était le maître souverain. Il est seulement le plus ancien, mais il passe toujours par le plus jeune. Je le connais bien, j'ai été jeune moi aussi, et ce n'est pas une maladie d'enfance. J'ai été autrefois une fort jolie fille elfe, et j'ai dansé avec les autres au clair de lune, écouté le rossignol, marché dans la forêt et rencontré le sire comte, qui était toujours à errer dehors. Tantôt il passait dans une tulipe mi-éclose ou dans une fleur des prés. Tantôt il se faufilait dans l'église et s'enveloppait dans le crêpe noir qui pendait après les flambeaux de l'autel. Vous êtes rudement bien renseigné, dit l'homme. J'en sais sûrement aussi long que vous, dit la femme des marais. Conte et poésie, les deux font la paire. Ils peuvent aller se coucher où ils voudront. Tout ce qu'ils font et disent, on peut embrasser autant, et l'avoir meilleur et moins cher. Vous l'aurez chez moi pour rien. J'ai toute une armoire pleine de poésie en bouteille. C'en est l'essence et ce qu'elle a de mieux, le mou, la mer et le sucré à la fois. J'ai en bouteille tout ce qu'il faut de poésie aux hommes pour en avoir un peu à sentir sur leur mouchoir le dimanche. Ce que vous dites là est très singulier, dit l'homme. Vous avez de la poésie en bouteille. Plus que vous n'en pouvez supporter, dit la femme. Vous connaissez sans doute l'histoire de la petite fille qui a marché sur le pain pour ne pas salir ses souliers neufs. Elle est écrite et imprimée. Je l'ai contée moi-même, dit l'homme. Bon, vous la connaissez donc, et savez que la fille s'est enfoncée dans la terre chez la femme du marais, juste au moment où l'arrière-grand-mère du diable était en visite pour voir la brasserie. La vieille demanda à la fille comme souvenir de la visite, pour en faire un piédestal, et l'emmena. Et j'eus un cadeau qui ne me sert à rien, une pharmacie de voyage dans une armoire pleine de poésie en bouteille.
L'arrière-grand-mère a dit où l'armoire devait être placée, et elle y est encore. Regardez, vous avez vos 7 trèfles à 4 feuilles dans votre poche, dont l'un est un trèfle à 6 feuilles. Vous pourrez donc bien la voir. Et en effet, au milieu du marais se trouvait une grande souche d'aulne. C'était l'armoire de l'arrière-grand-mère. Elle était à la disposition de la femme du marais et de quiconque, dans tous les pays et dans tous les temps, disait-elle, qui saurait la trouver. Elle s'ouvrait devant et derrière, de tous les côtés et par tous les bouts, une vraie merveille de construction, qui pourtant avait l'air de n'être qu'une vieille souche d'aulne. Les poètes de tout pays, surtout de notre propre pays, avaient ici leur réplique. L'esprit, en eux, avait été analysé, critiqué, rénové, concentré et mis en bouteille. Avec un grand instinct, comme cela s'appelle, quand on ne veut pas dire génie, l'arrière-grand-mère avait pris dans la nature ce qui, pour ainsi dire, avait le goût de tel ou tel poète. Elle y avait ajouté un peu de diablerie et avait ainsi sa poésie en bouteille pour l'avenir. Voyons un peu, dit l'homme. Oui, mais ce qu'il vous reste à entendre est plus important, dit la femme du marais. Mais nous voilà devant l'armoire, dit l'homme qui regardait dedans. Il y a là des bouteilles de toutes les tailles. Qu'y a-t-il dans celle-ci et dans celle-ci? Ça, c'est ce qu'ils appellent parfum de mai, dit la femme. Je ne l'ai pas essayé, mais je sais que, si l'on en répand par terre seulement un petit fond de bouteille, aussitôt s'étale un superbe lac de forêt avec des nénuphars, des joncs fleuris et de la menthe crépue. 2 gouttes seulement sur un vieux cahier de devoirs, même de la classe des plus petits, et le cahier devient toute une comédie vaporeuse qu'on peut très bien jouer et qui endort, tant elle sent fort. C'est sans doute par politesse envers moi qu'on a écrit sur la bouteille Brasserie de la femme du marais. Voici la bouteille à scandale. On dirait qu'elle contient de l'eau sale, et c'est de l'eau sale, mais avec de la poudre effervescente de cancans de ville, 3 marcs de mensonge et 2 grains de vérité, agités avec une rame de bouleau. Par une de ces baguettes prises dans un fagot, mise dans la saumure et brisée sur le corps sanglant du coupable. Pas une brindille des verges de l'instituteur, non, mais une rame de bouleau prise directement au balai dont on se sert pour le ruisseau. Voici la bouteille de la poésie pieuse, sur le ton du psaume. Chaque goutte fait entendre comme un claquement de la porte de l'enfer. Elle est composée du sang et de la sueur du châtiment. D'aucuns disent que c'est seulement de la bile de pigeon, mais les pigeons sont les bêtes les plus pieuses. Ils n'ont pas de bile, disent les gens qui ne connaissent pas l'histoire naturelle. La bouteille par excellence était là. Elle occupait la moitié de l'armoire. La bouteille des histoires de tous les jours. Elle était enveloppée de peaux de porc et de peaux de vessie, car elle ne devait rien perdre de sa force. Chaque nation pouvait ici avoir sa propre soupe, suivant la façon de tourner la bouteille. Il y avait la vieille soupe au sang allemande avec des boulettes de brigands, et aussi la soupe maigre de paysans avec des vrais conseillers antiques en guise de haricots, et par-dessus nageaient des yeux gras philosophiques. Il y avait la soupe de gouvernante anglaise et le potage à la coque, français, fait de pâte de coq et d'œufs de moineau, appelé en danois soupe cancan. Mais la meilleure des soupes était celle de Copenhague, c'est ce que disait la famille. La tragédie était là, dans une bouteille à la champagne. Elle pouvait faire explosion, et c'est ce qu'il faut. La comédie avait l'air de poudre fine pour jeter aux yeux des gens. Je veux dire, la comédie élégante. Celle qui est plus grossière était aussi en bouteille, mais ne consistait qu'en affiches futures, où le titre de la pièce était ce qu'il y avait de plus vigoureux. C'étaient des titres de comédie remarquables, comme Oses-tu cracher sur l'ouvrage? Mornifle, le gentil Baudet. Elle est saoule comme une grive. L'homme s'abandonnait à ses réflexions là-dessus. Mais la femme des marais pensait à la suite. Elle voulait en finir. Eh bien, vous avez assez vu ce fatras, dit-elle. Vous savez maintenant ce qu'il y a là. Mais vous ne savez pas encore le plus important, que vous devriez savoir. Les feux follets sont dans la ville. C'est plus important que la poésie et le conte. Je devrais m'en taire. Mais il y a sans doute un destin, un sort, je ne sais quoi qui me dépasse. Ça me tient à la gorge. Il faut que ça sorte.
Les feux follets sont dans la ville. Ils se sont échappés. Méfiez-vous, homme. Je ne comprends pas un mot, dit l'homme. Veuillez vous asseoir sur l'armoire, dit-elle, mais ne tombez pas dedans et ne cassez pas les bouteilles. Vous savez ce qu'elles contiennent. Je vais vous raconter le grand événement. Il est arrivé pas plus tard qu'hier. Il s'est déjà produit antérieurement. Cette fois, il a encore 364 jours à courir. Vous savez combien il y a de jours dans l'année? Et la femme du marais raconta. Il y a eu grand branle-bas hier dans le marécage, une fête d'enfants. Un petit feu follet est né ici. 12 sont nés ici de cette portée, qui ont le privilège de pouvoir, s'ils le veulent, faire figure d'hommes, se comporter et commander parmi les hommes, tout comme s'ils étaient nés hommes. C'est un grand événement dans le marécage. Aussi dansaient comme de petites lumières, sur le marais et la prairie, tous les feux follets et feux follettes. Il en est de féminins, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'étais assise là, sur l'armoire, et j'avais sur les genoux les 12 petits feux follets nouveau-nés. Ils brillaient comme des vers luisants. Déjà ils commençaient à sauter, et à chaque minute ils grandissaient si bien qu'au bout de moins d'un quart d'heure, chacun d'eux était aussi grand que père ou oncle. Or, c'est une vieille loi naturelle, et une faveur que, si la lune est justement telle qu'hier, et si le vent souffle comme il soufflait hier, il est accordé à tous les feux follets nés à cette heure et à cette minute de pouvoir devenir hommes, chacun d'eux, et d'exercer leur pouvoir, çà et là, pendant toute une année. Le feu follet peut courir le pays et même le monde, s'il n'a pas peur de tomber dans la mer ou d'être soufflé par un grand orage. Il peut pénétrer tout droit dans l'homme, parler pour lui et s'agiter comme il veut. Le feu follet peut prendre n'importe quelle forme, homme ou femme, agir selon leur esprit, mais avec tout l'excès de sa propre nature, en sorte qu'il en résulte ce qu'il veut. Mais il faut qu'en un an, il réussisse à mettre 365 personnes sur la mauvaise voie, et cela en grand, qu'il les détourne du vrai et du juste. Il obtient alors le summum où peut atteindre un feu follet. Il devient coureur devant le carrosse du diable. Il a un ardent costume jaune-feu et la flamme au bout de la queue. Il y a de quoi se lécher les babines pour un simple feu follet. Mais il y a danger aussi, et grand tracas pour un feu follet ambitieux qui veut jouer un rôle. Si l'homme s'aperçoit de ce qu'il est, il peut le chasser en soufflant dessus, et le feu follet doit retourner au marécage. Et si, avant que l'année soit écoulée, le feu follet est pris de nostalgie et veut retourner dans sa famille, s'il renonce, c'est encore fini, et il doit retourner au marécage. Il ne peut plus flamber clair, ne tarde pas à s'éteindre, et ne peut plus se rallumer. Et si, l'année achevée, il n'a pas encore détourné 365 personnes de la vérité et de ce qui est bon et charmant, il est condamné à rester dans le bois pourri et à briller sans pouvoir bouger, ce qui est le châtiment le plus effroyable pour un feu follet. Je savais tout cela, et je dis tout cela aux 12 petits feux follets que je tenais sur mes genoux, et ils ne se sentirent pas de joie. Je leur dis que le plus sûr et le plus simple était de renoncer à l'honneur et de ne rien faire. Les jeunes feux ne le voulurent pas. Ils se voyaient déjà en ardent costume jaune-feu avec une flamme au bout de la queue. Restez chez nous, dirent plusieurs des vieux. Jouez des tours aux hommes, disaient les autres. Les hommes assèchent nos prés, ils drainent. Que deviendront nos successeurs? Nous voulons flamber, dirent les feux follets nouveau-nés. Et ainsi fut résolu. Il y eut aussitôt bal d'une minute. On ne pouvait le faire plus court. Les filles elfes tournoyèrent 3 fois avec tous les autres, afin de ne pas paraître fières. Elles dansent surtout d'habitude entre elles. Puis les parrains donnèrent des cadeaux, firent des ricochets, comme on dit. Les cadeaux volèrent comme des silex sur l'eau du marais. Les filles elfes donnèrent chacun un bout de leur voile. Prends ça, disait-elle, et tu sauras tout de suite la danse élégante, les pas et les voltes les plus difficiles. Tu prendras le bon ton, et tu pourras te montrer dans les sociétés les plus huppées.
L'Engoulevent apprit à chacun des jeunes feux follets à dire « Bra, bra, brave !» et à le dire au bon endroit. C'est là un don précieux qui n'est pas à dédaigner. Le hibou et la cigogne laissèrent aussi tomber quelque chose, mais ce n'était pas la peine d'en parler, et nous n'en parlons pas. La chasse infernale du roi Valdemar, justement, passa en trombe au-dessus du marécage, et lorsque la compagnie entendit parler de la fête, elle envoya en cadeau un couple de beaux chiens, qui chassent aussi vite que le vent, et peuvent bien porter un feu follet ou trois. Deux vieux incubes, dont le métier était de chevaucher, étaient en banquet. Ils enseignèrent tout de suite l'art de passer par le trou d'une serrure. C'est comme si toutes les portes vous étaient ouvertes. Ils offrirent de mener les deux feux follets à la ville, où ils connaissaient les êtres. Ils volaient d'habitude à cheval sur leur propre chignon, où ils faisaient un nœud pour être solidement assis. Mais cette fois, ils s'assirent à califourchon sur les chiens de la chasse infernale, prirent sur leurs genoux les jeunes feux follets, qui devaient entraîner et égarer les gens. Huit! Les voilà partis. Tout ça, c'était la nuit dernière. Maintenant, les feux follets sont dans la ville. Maintenant, ils se sont mis à la besogne. Mais comment? Dites-le-moi. J'ai un fil qui me traverse le gros orteil. Il me dit toujours quelque chose. C'est tout un conte, dit l'homme. Oh, ce n'est que le commencement d'un conte, dit la femme. Pouvez-vous me dire comment s'agitent et se comportent les feux follets? Sous quelle forme ils se sont présentés pour entraîner les hommes dans de mauvaises voies? Je crois bien, dit l'homme, que l'on pourrait écrire tout un roman sur les feux follets, en 12 parties, une sur chacun d'eux, ou peut-être encore mieux une comédie populaire. Vous devriez l'écrire, dit la femme, ou vous abstenir plutôt. C'est plus commode et plus agréable, dit l'homme. On évite ainsi d'être mis au pilori dans le journal, ce qui est souvent aussi pénible que pour un feu follet de rester dans du bois pourri sans pouvoir souffler mot. Moi, je m'en fiche, dit la femme, mais laissez plutôt écrire les autres, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Je donne une vieille canette de mon tonneau. Elle ouvre l'armoire de la poésie en bouteille. Ils pourront trouver là tout ce qui leur manque. Mais vous, mon bonhomme, je trouve que vous vous êtes suffisamment noirci les doigts, et vous devez être parvenu à un âge et une pondération à ne pas courir tous les ans après des contes. Ce qui doit se faire ici désormais est beaucoup plus important. Vous avez, je pense, bien compris ce qui se passe? Les feux follets sont dans la ville, dit l'homme. Je l'ai entendu, je l'ai compris. Mais que voulez-vous que je fasse? Je serais criblé d'injures si je dis aux gens « Regardez, voilà un feu follet qui se promène bien vêtu. » Ils vont aussi en jupon, dit la femme. Le feu follet peut prendre toutes les formes et se présenter en tout lieu. Il fréquente l'église, pas pour notre Seigneur. Peut-être s'est-il introduit dans le prêtre. Il parle le jour des élections, pas pour l'amour du pays et du royaume, mais de lui-même. Il est artiste aussi bien en peinture qu'au théâtre. Mais s'il a tout à fait le pouvoir, l'art n'y est plus. Je bavarde et je bavarde. Il faut que je sorte ce que j'ai dans la gorge, au préjudice de ma bonne famille. Mais je serai maintenant le sauveur des hommes. Ce n'est vraiment pas par bonne volonté ni pour la médaille. Je fais ce que je peux faire de plus fou, je parle à un poète, et toute la ville va bientôt le savoir. La ville n'y fera pas attention, dit l'homme. Ça ne troublera personne. Les gens croiront tous que c'est un conte. Alors que je leur dis avec le plus profond sérieux, les feux follets sont dans la ville, a dit la femme du marais. Prenez garde. Fin de la lecture du conte « Les feux follets sont dans la ville ». Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.